Économie de Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, réussira-t-il à conquérir le cœur et le porte-monnaie des Français avec autant de succès qu'aux États-Unis? Netflix fascine, inquiète aussi. Un essor vertigineux pour le roi de la vidéo en ligne. Quels obstacles l'attendent en France au lendemain de son lancement en grande pompe? Nous ferons le point dans un instant avec Lionel Friedfeld. Et puis immersion également au pays de l'inflation. Depuis plusieurs mois, le Venezuela vole de record en record, 63% au mois d'août. Pénurie, rationnement de certains produits, le mal est profond, au point que la Banque centrale a cessé un moment de publier ses indicateurs. Détails et explications en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence par l'essentiel de l'actu économique internationale et d'abord des perspectives peu réjouissantes pour la plupart des grandes économies de la planète. L'OCDE a abaissé hier ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain. Et pour les États-Unis, ce sera 2,1% en 2014 contre 2,6% espéré jusqu'ici. Mais l'essentiel des inquiétudes concerne une fois de plus la zone euro. L'OCDE s'attend désormais à un timide rebond de 0,8% pour cette année et seulement 1,1% en 2015. La France devrait se contenter de 0,4%, puis 1% l'an prochain. Pire encore, pour l'Italie, on s'attend à une récession en 2014, moins 0,4%. Du coup, l'OCDE préconise à la Banque centrale européenne un soutien monétaire plus marqué, autrement dit la planche à billets, pour éviter une déflation notamment. Et les choses ne s'arrangent pas forcément non plus du côté de la Chine. Nouvelle illustration des difficultés, toutes relatives, de la deuxième économie mondiale. Les investissements directs étrangers ont atteint en août leur plus bas niveau en 2 ans et demi. 7,2 milliards de dollars, c'est un repli de 14% sur un an pour cet indicateur clé de l'attractivité du pays. Nul doute que les récentes enquêtes contre les monopoles des grandes marques étrangères en Chine contribuent aussi à ce désamour. Pékin peine en tout cas à maintenir le rythme de sa croissance qui est attendu tout de même autour de 7,5% pour cette année. En Argentine, faut-il croire aux prévisions de croissance affichées par le ministre de l'économie? Axel Kicillof a présenté hier son projet de loi de finances pour 2015 et il base son budget sur une croissance de 0,5% cette année et 2,8% pour l'an prochain. Il table également sur une baisse de l'inflation de 21 à 14% et dans tous les cas, on est très loin des prévisions des experts qui s'attendent plutôt à une récession de 2 à 3% cette année avec une inflation au-delà des 30%. On écoute tout de même l'optimisme du ministre. Nous pensons également que l'année prochaine sera meilleure que cette année pour nos partenaires commerciaux. Nous espérons une reprise de la demande extérieure. Aussi, pour l'année prochaine, nous présentons un budget basé sur une croissance de 2,8%. C'est notre estimation pour 2015. Un mot du tourisme en Égypte, poumon économique du pays qui n'a pas résisté à 3 années de troubles et d'instabilité politique, sécuritaire. Alors le Caire espère renouer avec la croissance pour ce secteur. Une hausse de 10% du nombre de visiteurs est attendue pour cette année. Le score de 2010, 14,7 millions de touristes étrangers, pourrait être atteint l'an prochain contre 9,5 millions en 2013. Une seule condition pour cela, le maintien de la sécurité. Si la stabilité relative qui existe en ce moment se maintient pour la prochaine période, j'imagine qu'il y aura une reprise, voire un boom pour le tourisme égyptien d'ici la fin 2015. Le tourisme égyptien sera encore plus fort qu'il ne l'était. L'idée d'essayer de protéger notre pays et faire en sorte que ce genre de menaces comme l'État islamique ne s'infiltre pas en Égypte est la principale préoccupation du gouvernement et du président. Voilà, et le tourisme qui pèse tout de même encore plus de 11% du PIB égyptien. Et puis sachez que Karnit Floug, la gouverneure de la Banque d'Israël, figure parmi les 7 meilleurs gouverneurs de banque centrale au monde. Un classement du magazine américain Global Finance. Karnit Floug a reçu la mention A. En poste depuis moins d'un an, elle avait notamment abaissé le mois dernier le taux directeur à son plus bas historique, 0,25%. Consommer des films, des séries à volonté et en ligne. Netflix, l'américain, a débarqué officiellement en France hier. On parle d'un rouleau compresseur de la vidéo à la demande, 50 millions d'abonnés dans le monde. Et c'est en Europe donc qu'il entend poursuivre sa marche en avant, au risque, diront certains, de bousculer l'industrie locale du cinéma. Alors le choc des cultures aura-t-il lieu dans les prochains mois? Comment s'organise aussi la concurrence? On fait le point d'abord avec Éric Berdugo. Netflix a posé ses valises dans l'Hexagone. Le service streaming qui propose différents abonnements de vidéos à la demande permet un accès illimité à un catalogue de séries et de films pour des prix allant de 7,99 € à 11,99 € par mois. C'est un vidéoclub virtuel, gigantesque, à domicile. Donc les téléspectateurs
et les internautes vont découvrir cette nouvelle offre qui vient des États-Unis et qui comptabilise aujourd'hui dans le monde plus de 50 millions d'abonnés. Mais Netflix devra se faire une place parmi la concurrence, comme Orange Cinéma Series, Vodcaster ou encore Canal Play, qui a déjà conquis plus de 500 000 abonnés en 3 ans. Sur le long terme, nous aimerions avoir un tiers de foyers français clients de Netflix, comme aux États-Unis. Mais sur le court terme, la première année, ce qui compte, c'est la réputation. Est-ce que nous gagnerons une bonne réputation avec les Français pour un excellent service ? Problème, le leader mondial du streaming payant a installé son siège social européen au Luxembourg. Il ne sera donc pas obligé, comme les distributeurs et chaînes de télévision de l'Hexagone, de financer des productions de films français. Selon une étude de l'école des mines Paris Tech, le cinéma pourrait perdre jusqu'à 22% de son financement, tandis que la fiction télévisuelle pourrait quant à elle être amputée de 24% d'ici à 2017. Mais pour rassurer l'industrie cinématographique, Netflix a promis d'investir en France à travers la production de séries. Si j'ai bien compris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des productions françaises. Et quand ils iront en Allemagne, ils auront des productions allemandes. Je ne pense pas que l'industrie française du cinéma doive s'inquiéter. Ils doivent voir Netflix comme une nouvelle source de capital et une nouvelle source de financement pour leur production. L'année dernière, ce sont presque 900 000 Américains qui ont résilié leurs différents abonnements télévisuels pour profiter de l'offre imparable Netflix. Aux États-Unis, en période de pointe, le site occupe presque un tiers du trafic Internet. En tout cas, de nombreux ennemis pour Netflix, Vidéo Club, s'il en reste, un réseau câblé et satellite, tous détestent, on l'aura compris, Netflix. On va voir tout cela avec vous, Lionel Friedfeld, notre analyste financier. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors d'abord, pourquoi Netflix a mis le cap sur la France maintenant parmi les 6 autres pays européens choisis comme nouveau marché, et pourquoi maintenant ? Alors tout d'abord parce que Netflix a 56 millions d'abonnés, présents dans 40 pays. Il réalise déjà 400 millions de dollars de chiffre d'affaires en Europe. Ils avaient déjà lancé auparavant en fait le Royaume-Uni et les pays scandinaves, et aujourd'hui il s'attaque à l'Europe continentale, la France en premier, suivi de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et de l'Autriche. Donc on sentait un petit peu trop à l'étroit sur le marché américain déjà. Alors effectivement, et surtout il y a un potentiel sur le marché européen assez important. Ouais. Alors on présente Netflix aussi comme la télévision du futur. Alors c'est quoi le modèle économique de Netflix ? Ça passe, on l'imagine, beaucoup aussi par la propre production de ses propres séries télévisées ou même films. Alors effectivement, quelques chiffres clés. Déjà, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires pour Netflix, ce qui est très important. La valorisation boursière est de 29 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 2 fois Publicis. Donc il y a une puissance financière, notamment pour produire des séries. Ils avaient produit The House of the Cards, qui étaient notamment les intrigues à Washington, distribuées notamment sur Canal+. Et véritablement, le modèle, c'est d'avoir un abonnement entre 7,99 € et 11,99 € et un abonnement illimité pour avoir accès à des séries et à des films de façon illimitée grâce à sa télévision, à sa tablette, son ordinateur. Et Netflix vient d'annoncer un accord notamment de distribution avec Bouygues pour les mettre sur la box de Bouygues. Donc le contenu et la distribution, ce seraient les 2 piliers, on imagine, de la croissance de Netflix. Alors, la question aussi que tout le monde se pose, c'est est-ce que Netflix est un danger aujourd'hui pour l'industrie du cinéma, des séries, et notamment en France en particulier ? Alors effectivement, en France, on peut se poser la question, l'industrie se pose la question, une obligation légale, notamment pour les groupes d'audiovisuels, de financer les productions de télé et de cinéma, et notamment ces productions, notamment les séries, sont financées à 70% à hauteur du financement, et dans le cinéma, c'est à peu près à 30%. Et aujourd'hui, ayant choisi notamment comme siège social au Luxembourg, Netflix n'a pas cette obligation légale de financer le cinéma français. Alors, ils vont, à la fin de l'année, déplacer le siège social à Amsterdam, et ça, c'est encore pour une raison d'optimisation fiscale, puisqu'au départ, la TVA n'était même pas due en France, et la France ne pouvait pas collecter la TVA. C'est plus cet aspect-là qui a motivé Netflix à s'installer au Luxembourg, l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, mais également pour ne pas financer les obligations dans le cinéma et l'audiovisuel français. Alors justement, c'est en mangeant un petit peu les parts de marché de Canal+, qui est un petit peu le grand argentier aujourd'hui du cinéma français, c'est comme ça que le marché de la vidéo à la demande menace finalement cette industrie locale, française du cinéma. Alors le marché en tout cas de ce qu'on appelle la vidéo on demand avec subscription, avec un abonnement, ce qu'on appelle VODS, est un marché assez petit, 1,5% du marché de la télévision payante en Europe en 2013. Ça va doubler d'ici 2018. Mais l'argumentaire en tout cas des dirigeants Netflix en disant qu'il n'y a pas de concurrence frontale, notamment avec Canal+ et d'autres groupes, puisque ça va véritablement créer un marché encore plus grand. Et c'est surtout Netflix, c'est une offre
low cost de télévision à 7,99 € qui ne peut pas concurrencer l'offre des autres. Justement, au niveau de la concurrence, on pense aussi à Amazon qui veut produire aussi ses séries et qui veut distribuer du contenu. C'est quoi aujourd'hui les concurrents? Il y en aura plusieurs, d'autres qui vont suivre d'après vous? Effectivement, puisque c'est une question de puissance financière, la création de contenu propre, on l'a vu House of the Cards, mais avec d'autres contenus. Netflix, un petit peu pour apaiser le courroux en fait, du régulateur français et notamment du gouvernement, a produit une série qui s'appelle Marseille, qui va coûter 10 millions d'euros en 8 épisodes en disant nous aussi Netflix, on va financer le cinéma et la production des visuels français, mais la clé, ce sera évidemment le contenu. Et puis un autre élément aussi, quoi qu'en disent ses détracteurs, c'est que Netflix est une forme de parade aussi contre le piratage, la contrefaçon. Ça aussi, c'est à mettre à son crédit quand même. Alors effectivement, mais Netflix va surtout s'atteler en France à se battre notamment d'un point de vue lobbying, parce qu'il y a en fait cette chronologie en fait sur les médias, et quand un film sort au cinéma, on le retrouve simplement quasiment 3 ans après, notamment dans des plateformes on demand, et Netflix va sans doute demander au gouvernement dans le futur de réduire ce laps de temps. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications. Merci. En tout cas, un beau potentiel pour ce marché de la demande et pour Netflix. Allez, second dossier du jour. Il est devenu le champion mondial de l'inflation avec un taux officiel de 63,4% en août sur un an. Le Venezuela ne parvient pas à contenir la flambée des prix. Logement, alimentation, avec des pénuries aussi, loisirs. Aucun secteur n'est épargné. Le mal est structurel pour ce pays qui s'est trop longtemps reposé sur la rente pétrolière. Alors les mesures ordonnées par le président Maduro parviennent-elles à calmer la colère? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Une ascension inexorable. En août, l'inflation au Venezuela a atteint 63,4% sur un an, un des niveaux les plus élevés au monde. Et parmi les secteurs les plus touchés par cette hausse des prix, le logement, les aliments ou encore les restaurants et hôtels. Chaque jour, le peu que nous produisons, on le perd avec la hausse de l'inflation. Nous sommes étouffés, nous n'en pouvons plus. Aucun salaire n'est suffisant et c'est pire encore pour nous les retraités, car notre revenu est trop bas et parce que les prix des médicaments ont été multipliés par 3. Nous demandons à Dieu que ce pays change. Pour la plupart des Vénézuéliens, si l'inflation continue de grimper, c'est à cause du gouvernement. Les limites de prix imposées au commerce, les rationnements destinés à combattre les pénuries de biens de première nécessité, autant de mesures parmi d'autres jugées insuffisantes. L'inflation à laquelle les Vénézuéliens doivent faire face en ce moment est une très grande tristesse. On ne l'avait jamais imaginé, mais c'est précisément à cause de mauvaises politiques qui ont été mises en place. Seul point positif, l'indice des prix à la consommation, en glissement mensuel et non sur l'année, a ralenti en août pour le 3e mois consécutif. 4,4% en juin, 4,1% en juillet et 3,9% le mois dernier. Le plus bas niveau depuis mars 2014, au moment même où l'indicateur avait commencé à être affecté par les conflits politiques. On reste en tout cas sur des bases plutôt élevées et c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse. Et en Europe, on rêve d'avoir un petit peu plus d'inflation et de croissance surtout. Et en France, eh bien, on a quelques idées. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors, faudra-t-il supprimer quelques jours fériés très bientôt? Eh bien écoutez, dimanche, le MEDEF a dévoilé son projet pour créer 1 million d'emplois supplémentaires. Et pour atteindre cet objectif, l'organisation patronale propose de supprimer 2 jours fériés. Donc ça veut dire qu'en France, on passerait de 11 à 9 jours fériés par an. Et selon l'INSEE, c'est une bonne chose puisque 2 jours chômés en moins feraient gagner à la France environ 0,15 points de croissance. Ça paraît peu, ça paraît négligeable et pourtant on sait que 0,1 point de croissance, ça représente environ 2 milliards d'euros. Donc si on passe à 0,15 points de croissance supplémentaire, c'est un gain de 3 milliards d'euros pour l'économie française. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc c'est une idée plutôt astucieuse de supprimer 2 jours fériés pour pouvoir relancer la croissance économique. Et attention tout de même, puisque les jours fériés ont quand même quelques avantages, notamment de favoriser le tourisme, surtout lorsqu'ils sont avant ou après un week-end, et puis de rééquilibrer l'offre et la demande pour éviter le chômage partiel, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise produit trop par rapport à sa demande, ça permet de faire entre guillemets une pause dans sa production en attendant le retour de ses clients, donc pas besoin de licencier. Gros débat en tout cas en perspective dans l'Hexagone. Direction Johanna, les États-Unis. Microsoft s'est offert le célèbre
jeu vidéo Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Oui, Minecraft, un des jeux vidéo les plus populaires au monde, un jeu qui consiste à évoluer le plus longtemps possible au milieu des créatures monstrueuses. Et depuis sa sortie en 2009, plus de 100 millions de copies ont été vendues. La société Mojang qui l'a édité aurait affiché en 2013 des bénéfices de 115 millions de dollars. C'est donc une bonne affaire pour Microsoft qui va en profiter pour booster les ventes de sa Xbox, toujours devancée par sa grande concurrente, la PlayStation 4 de Sony. Très largement devancée d'ailleurs. Et puis ce chiffre, Joanna, 4 millions d'iPhone 6 déjà précommandés, c'est pas mal. Oui, en seulement 24 heures, 4 millions précommandes ont été enregistrées pour les deux nouveaux iPhones, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Le problème, c'est que ça dépasse les stocks qu'Apple avait prévus. Résultat, au lieu d'être livrés à partir de vendredi prochain, certains clients pourront recevoir leurs nouveaux iPhones un petit peu plus tard, au mois d'octobre, même si Apple a déjà pris les devants et commandé des stocks supplémentaires. En tout cas, l'opération communication a fonctionné. Merci Joanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Gros plan sur le salon DLD, Festival de l'innovation à Tel Aviv. Et l'information continue, restez avec nous.